En manchette ce soir, la zone tampon de Rouyn-Noranda fait toujours couler de l'encre. Les propriétaires et les locataires de la zone se sentent abandonnés par Québec. Ça vient rendre bidon l'exercice de consultation parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le travail, on n'a pas eu le temps de se prononcer sur rien. Les préfets sortent rassurés de leur réunion au sommet avec le ministre de la Santé. On va stabiliser nos soins, au moins à court terme. Ils ont déjà 500 personnes qui ont levé la main pour être partie prenante des équipes volantes. Nouveau lieu de rencontre pour l'éducation et l'industrie minière dans la région. Bon début de soirée à tous, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin dans le dossier de la fonderie Horn puisque les propriétaires et les locataires de la zone tampon à Rouyn-Noranda se sentent encore plongés dans l'incertitude. Ils ont appris hier qu'une demande de prolongation des consultations leur a été refusée. Les explications de Kémilia Laliberté. Les citoyens de la zone tampon à Rouyn-Noranda veulent du temps supplémentaire pour travailler sur le programme d'aide financière dont ils bénéficieront en raison de leur délocalisation. Une requête qui vient d'être rejetée par la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Bien, nous, on souhaitait un report à l'automne 2024, ce qui nous aurait donné tout l'été pour aller chercher cette expertise-là nécessaire à la contribution qu'on veut apporter aux travaux. Les regroupements de propriétaires et de locataires s'expliquent mal la décision. Ils demandent à la fois de prolonger l'échéancier, mais aussi de mieux outiller les citoyens à rédiger le programme de compensation financière. Le 22 avril dernier, le regroupement des propriétaires, on a réuni 62 propriétaires en rencontre pour leur exposer ces enjeux-là qu'on retrouvait à la table de discussion, c'est-à-dire on manque d'expertise et on manque de temps. Et unanimement, les 62 propriétaires ont voté en faveur d'un report du délai dans le but d'aller chercher les outils nécessaires. L'incertitude se fait aussi sentir chez les locataires. Certains hésitent même à quitter leur maison ou leur milieu de vie. Ils se demandent s'ils vont devoir payer en fait pour se reloger. Si on se relocalise là, avec le prix des logements en ce moment, c'est sûr qu'on va payer un grand écart. Les gens, c'est ça, là, ils sont surtout inquiets de perdre au change là, à la fin du processus. La ville de Rouyn-Noranda, de son côté, appuie la demande des citoyens. En début de semaine, la mairesse Dallaire avait d'ailleurs fait parvenir une lettre au ministère des Affaires municipales pour demander de leur accorder du soutien supplémentaire. Les gens étaient inquiets, se sentaient pressés. Puis, il faut dire que ça allait bien. Puis, le processus de consultation, tout le processus allait bien. Puis, on a salué le travail vraiment de Mme Marcoux et des équipes. Mais là, on s'explique difficilement pourquoi ce refus. Alors, ces gens-là vivent quand même une grande épreuve. Puis, je pense qu'ils méritaient vraiment que leur demande soit acceptée. Dans une déclaration écrite, la ministre André Laforêt indique que certains citoyens sont impatients de connaître les modalités du programme, que tous ont eu l'occasion de s'exprimer et que maintenant, le dépôt du programme doit aller de l'avant. Si le processus se poursuit comme prévu, les rencontres finales devraient se tenir la semaine prochaine, les 3 et 4 juin. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. En santé maintenant, des préfets de la région ont rencontré ce midi le ministre de la Santé concernant les coupures de services et la pénurie de main-d'œuvre au CISAT. Et Alexandre, est-ce que les principaux intéressés ont pu être rassurés? À court terme, les préfets disent que oui, parce qu'ils ont eu la confirmation que l'équipe volante du ministère de la Santé a déjà 500 personnes dans ses rangs sur les 1500 nécessaires. Eux qui viendront combler une partie du manque de main-d'œuvre ici dans la région, dans le réseau santé de la région. Donc, en marge de l'Assemblée des MRC, de la Fédération des municipalités du Québec qui se déroulait hier et aujourd'hui à Québec, les préfets de toutes les MRC, excepté celle de Rouyn-Noranda, ont pu faire part ce midi en privé au ministre de la Santé leurs inquiétudes quant au plan de contingence du CISAT. Christian Dubé leur a rappelé qu'il maintenait le cap quant à la fin des recours aux agences privées de placement, mais qu'il désire réellement mettre en place des solutions pouvant combler les conséquences de cette décision. On écoute les préfets de l'Abitibi-Ouest et de Témiscamingue, ainsi que le député d'Abitibi-Est. Pour le moyen et long terme, on comprend qu'actuellement, avec les négociations qui se passent, c'est difficile pour eux de nous établir un plan immédiatement. On espère bien qu'il y aura des solutions pérennes, qu'il y aura des solutions permanentes qui vont permettre que notre population soit bien desservie. Les préfets ont souligné justement que chez nous, notre FIC régional avait supporté les ententes. Donc, je pense que c'est aussi un autre message porteur pour démontrer qu'il y avait quand même une volonté en région de supporter les ententes qui avaient été conclues à l'époque.
Et on change de sujet maintenant, mais on reste en santé. Alexandre, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, était du côté de la SAR aujourd'hui afin d'écouter les préoccupations des médecins de la région. Oui, tout à fait, car une nouvelle entente devrait être entérinée entre le gouvernement et les médecins le 1er juin. Mais la Fédération souhaite avoir plus de temps avant d'implanter un nouveau modèle et espère donc prolonger l'entente actuelle de quelques mois. Ce qui achoppe du côté des médecins, c'est certainement la disparition du fameux montant forfaitaire de 120 $ par patient afin d'aider les médecins à la prise en charge de patients orphelins. Une mesure qui a été mise en place il y a 2 ans et qui fonctionne très bien selon les intervenantes à qui j'ai parlé tout à l'heure. Selon eux, il y a déjà plusieurs enjeux concernant la couverture médicale en région qui ne fonctionnent tout simplement pas, notamment l'inquiétude grandissante face au manque de relève chez les médecins de famille particulièrement. Et de voir disparaître le gap, c'est selon eux un pas dans la mauvaise direction et un coup dur pour l'accessibilité de la santé en région. En ce moment, on avait un pas vers une certaine équitabilité entre les médecins inscrits versus non inscrits parce qu'il y avait une porte ouverte pour les patients dits orphelins, c'est-à-dire sans médecin de famille. Et là, on est en train de refermer cette porte-là. À un moment donné, c'est les citoyens et la première ligne qui en paient le prix. Là. On sent le lien avec nos patients, avec la population. Puis je veux dire, c'est extrêmement valorisant faire ce métier-là. Puis moi, je le changerais pour rien au monde. Il y a plein de difficultés qu'on aimerait voir un petit peu moins grandes. Hein. On doit souvent beaucoup de temps au téléphone, on n'a pas beaucoup d'accès aux spécialistes. Donc, on doit faire, c'est ça, beaucoup de négociations, puis, parce qu'on a toujours à cœur le soin de nos patients, puis on veut que nos patients aient accès à cette qualité de soins-là dont ils ont droit. T'sais. Je ne suis pas convaincu qu'une modification de structure comme Santé Québec va corriger toutes les problématiques qui m'ont été soulevées cet après-midi. Là, ça, je suis autrement préoccupé. Les négociations entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ont lieu en ce moment même. C'est un dossier certainement à suivre. Oui, donc un dossier vraiment à suivre. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir. On revient sur la crise forestière que traverse le Témiscamingue. La préfète de la MRC, Claire Bolduc, qualifie sa rencontre d'hier avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, et la ministre des Forêts, Maïté Blanchette-Vizina, de bon appui dans la crise forestière actuelle. L'élu a entre autres pu aborder les récentes décisions d'entreprises forestières de suspendre plusieurs centaines d'emplois temporairement. Le ministre Pierre Fitzgibbon se dit prêt, oui, à appuyer un acheteur sérieux qui pourrait reprendre de façon viable l'ensemble ou une partie de l'usine Ryam à Témiscamingue. Personne n'a sorti un lapin de son chapeau pour dire « voici, on vous sauve, voici ce qui va se faire », mais tout le monde est à l'œuvre pour tâcher de trouver une solution à la crise actuelle. M. Fitzgibbon regarde l'usine non pas pour ce qui va arriver dans 2 semaines, mais l'impact et les besoins qu'on aura de ce complexe industriel-là dans un horizon de 10 ans à 20 ans. De quelle manière le complexe contribuera à l'économie du Québec et à la décarbonation de notre économie. On passe des forêts aux mines. Un nouveau lieu de rencontre entre l'éducation et l'industrie minière fait son apparition à Rouyn-Noranda. C'est ce midi qu'avait lieu le lancement de la RAMP, soit le réseau Actualisation minière partenaire éducation à l'Atrium de l'UQAT. L'objectif est de favoriser le réseautage entre les professionnels de l'éducation et ceux du secteur minier pour faire innover les pratiques pédagogiques. Pour ce faire, une nouvelle plateforme d'échange virtuel a été conçue et des visites industrielles et formations vont être organisées. L'initiative est propulsée par le pôle d'enseignement supérieur secteur minier. L'industrie minière, c'est une industrie qui avance vite, qui a des moyens financiers importants, puis qu'au niveau des technologies, ils mettent en place beaucoup de technologies, en fait. Donc, c'est nécessaire, je crois, que l'éducation reste proche de ce milieu-là, puis puisse intégrer ces technologies-là au fur et à mesure qu'elles sont déployées, en fait, dans l'industrie. Bien, il y a un projet d'avoir des visites industrielles plus régulières. Il y a aussi des échanges comme le colloque aujourd'hui. Là, il y a une table de travail qui va suivre ces présentations-là. Puis il y a aussi, sur le projet de la rampe, c'est vraiment une plateforme web qui a des échanges entre enseignants et techniciens de l'industrie. Changement de sujet complet. Le dépistage précoce de la surdité chez les nouveau-nés est lancé depuis déjà quelques semaines en Abitibi-Témiscamingue. Le programme existe déjà ailleurs au Québec, mais pour divers organismes, il est essentiel que les enfants de la région y aient accès ici même. Félix Bacquière nous explique pourquoi. L'ouïe est un sens essentiel dans le développement d'un enfant, comme l'affirme le CIS régional. Ainsi, il considère que la détection précoce de la surdité chez les nouveau-nés en Abitibi-Témiscamingue est primordiale. C'est un programme qui est offert gratuitement, là, dans le fond, pour tous les enfants qui naissent au Québec.
il permet de repérer les problématiques d'audition là, dès les premiers mois de vie. Les problèmes de surdité, ça peut avoir des impacts importants sur les enfants. On parle de ce qu'on entend souvent, puis je pense qu'il est peut-être un peu plus connu là, dans la population, c'est les retards langagiers, des problèmes de comportement, de l'hyperactivité, des déficits au niveau de la socialisation. Ainsi, il était plus que temps que la région témiscabitibienne ait accès au programme provincial de détection infantile précoce de la surdité, selon l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. En Abitibi, il y avait seulement Rouen qui avait son programme maison jusqu'au mois d'avril. Sinon, les autres, il n'y avait absolument rien. Là. Donc, jusqu'à très récemment, là, les chiffres au Québec montaient. On était rendu à 70-73 Là, on est rendu à 93 mais en Abitibi, on est rendu à près de la moitié, mais il reste quand même la moitié qui n'en ont pas. Le programme annoncé par le CISAT met en lumière l'enjeu de la surdité chez les plus jeunes. Dans le même axe, l'AQEPA incite les familles à ne pas attendre avant de faire tester leur enfant. Mais il y en a beaucoup, des enfants qui ont 2-3 ans ou même un peu plus vieux qui n'ont pas eu accès au dépistage à la naissance. Encore là, eux, ça va être des diagnostics un peu tardifs. Puis la surdité, c'est invisible, donc ça se voit pas. Donc, je dirais, on peut dépister à tous les âges. Les services de détection précoce de surdité infantile sont offerts pour le moment à Rouyn-Noranda, La Sarre et Ville-Marie. En attendant d'avoir accès aux services à Amos et Val-d'Or, les familles sont invitées à se présenter à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. Dans le même ordre d'idées, en marge de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin, le RAFAT lançait hier à Rouyn-Noranda une série de vidéos qui sera diffusée à compter de la semaine prochaine. Le thème met en lumière des travailleurs professionnels qui travaillent quotidiennement avec les gens vivant avec un handicap et, selon les intervenants du milieu de l'Abitibi-Témiscamingue, souffriraient d'un manque de ces travailleurs, réduisant ainsi l'accessibilité des services médicaux aux personnes handicapées. Toujours à Rouyn-Noranda, la traverse scolaire à l'intersection de l'avenue La Liberté et de la rue Côté, près de l'école Le Prélude, est maintenant déplacée. Ce changement vient en raison des travaux d'agrandissement et de réfection de l'établissement. Une nouvelle signalisation est en place afin d'avertir les automobilistes. Une brigadière est aussi présente à la nouvelle traverse scolaire, ainsi qu'une autre personne à l'ancienne intersection pour guider les élèves. Les changements est en vigueur au moins pour la prochaine année scolaire. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, jugez-vous que la sécurité aux abords de l'école de votre secteur soit adéquate? Et vous avez répondu oui à 75 %. Parlons récompense maintenant. La coordonnatrice de la Maison d'aide et d'hébergement alternative pour elle à Rouyn-Noranda, Cathy Allen, reçoit le prix Colette Breton 2024. L'hommage est rendu par le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences et vise à souligner le travail exceptionnel de Mme Allen. Le regroupement souligne d'ailleurs son legs aux femmes victimes de violences conjugales, notamment le projet Rabaska, une cellule d'action concertée pour prévenir les risques de blessures graves au domicile ou d'homicide conjugal. Depuis 2 ans, Cathy Allen travaille à la construction et à l'ouverture d'une maison de 2e étape. Et on poursuit avec d'autres mentions. 3 entreprises de la région se sont démarquées hier lors de l'édition Événement Reconnaissance 2024 de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. C'est l'entreprise de Ville-Marie, LVL Global, qui a remporté le premier prix pour la catégorie Impact en obtenant un résultat de campagne largement supérieur à celui de 2023. 2 autres entreprises de Rouyn-Noranda et d'Amos, Ressourcerie Bernard Hamel et le Centre local de développement Abitibi ont respectivement remporté les prix Étincelles et Distinction. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Un nouveau spectacle voit le jour dans la région. Humour, histoire et musique se rencontrent dans la veillée légendaire. Soyez avec nous au retour pour connaître tous les détails.
SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. 3 nouveaux entrepreneurs assurent la relève de Quincaillerie Palmarol, une entreprise qui se démarque par la qualité de son service conseil et la nature de ses produits dans le domaine des matériaux de construction et des pièces de quincaillerie. Grâce à des investissements de plus de 2 millions, l'entreprise maintient 16 emplois tout en contribuant au dynamisme de la communauté. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Au culturel, Justine, les productions du Raccourci lancent leur nouveau spectacle au club de golf Sico. Le spectacle s'intitule La veillée légendaire et ça se passe au coucher de soleil. La veillée légendaire s'anime sous des notes de musique pour laisser place aux légendes diaboliques, mais aussi aux histoires grivoises et aux fables humoristiques, le tout dans une ambiance champêtre. C'est les personnages Yvon Brûlé, le pot de la pêche et Claire Laflamme, la reine du camping, qui vous partagent leur tranche de vie spectaculaire, accompagnés du musicien guitaré. Les rires et les frissons sont garantis pendant cette soirée de veillée légendaire. Plusieurs autres villes ont déjà confirmé la présentation du spectacle, notamment Rouyn-Noranda, Amos, Ville-Marie, La Morandière, Dupuis, Lebel-sur-Quévillon et Nord-Métal. Véronique Larouche-Filion, l'autrice de la pièce, et Sébastien Richard, le propriétaire du Golf Cisco, sont très heureux de présenter cette belle collaboration. C'est un tout nouveau spectacle, c'est la veillée légendaire. C'est donc une espèce de spectacle de plein air en soirée autour d'un feu de camp. On a des personnages théâtraux, on a de la musique. Donc, c'est vraiment de créer une ambiance musicale sous les étoiles pour raconter des histoires épeurantes, des histoires grivoises, des histoires drôles. Donc, et de faire ça ici à l'île Cisco, au club de golf, et donc d'inviter les gens qui ont passé une belle après-midi au soleil, après ça, de prendre un bon repas puis de profiter d'une soirée de spectacle. Bien, en fait, on se trouvait un site qui se prêtait très, très bien parce que, comme on va vous dévoiler aujourd'hui, la veillée légendaire se prête dans un site ici qui est très mythique, qui a beaucoup d'histoire. Donc, on trouvait la possibilité de diffuser ce spectacle-là très approprié pour nous. Le regroupement des musées du Témiscamingue a lancé cette semaine son circuit intitulé Mémoire des chemins d'eau. Le Fossilarium, la Maison du Frère Moffett, le Musée de Guérin, le Centre d'exposition du Rift et plusieurs autres lieux font partie du circuit pour inciter les Témiscamingiens à découvrir ou même à redécouvrir les lieux culturels de la région. Un 50 % de rabais leur est offert après avoir présenté une preuve de résidence. Alors, c'est l'occasion parfaite vraiment de profiter des activités culturelles de la région cet été. On a tellement de belles affaires dans notre région. Il faut bien en profiter. Et pour terminer, c'est ce soir qu'a lieu la cérémonie des prix d'excellence en agriculture de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça vient tout juste de commencer. Les prix d'excellence en agriculture sont une façon de souligner le travail exemplaire et de faire rayonner les artistes, mais aussi les travailleurs et les organismes culturels de la région en soulignant leur apport, mais surtout leur dynamisme. Ce soir, plusieurs artistes de la région vont être récompensés et on leur souhaite un beau bonne chance quand même. Les performances de l'haltérophile originaire de la région, Alex Bellemare, pourraient l'amener bien loin au cours des prochaines années. On parle de ses exploits et de ses ambitions pour l'avenir au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, l'haltérophile originaire de la région, Alex Bellemare, a remporté sa 7e médaille d'or au championnat canadien senior d'haltérophilie il y a 10 jours à Halifax. Maintenant son exploit derrière lui, l'athlète de 25 ans n'a pas l'intention de s'arrêter là. Un reportage d'Alexis Dumont. 11 ans après sa première médaille au championnat canadien d'haltérophilie, Alex Bellemare continue de faire parler de lui. Le jeune homme originaire de Macamic a réussi des charges de 160 kg à l'arraché et 190 à l'épaulé jeté à Halifax, récoltant ainsi la médaille d'or, un exploit dont il est bien fier. Rendu à 7 championnats, 7 médailles au championnat canadien, 7 titres canadiens, en fait, on pourrait dire, ça passe comme une nouvelle étape de, oui, la première, c'est vraiment le fun parce que j'étais jeune, j'avais 14 ans, je pense.
Mais rendu à 7, c'est le fun parce que j'étais capable de me rendre au top et d'y rester pendant longtemps. Je pense qu'il me reste encore quelques bonnes années devant moi. C'est quand même quelque chose qui est fun de pas juste atteindre le sommet pour redescendre, mais d'atteindre le sommet puis de savoir y rester. Les prochains mois seront bien chargés pour l'athlète. Il participera en décembre au championnat du monde d'haltérophilie à Bahreïn, mais avant cela, Alex Bellemare fera un petit arrêt à Nice pour le camp d'entraînement pré-olympique où il pratiquera avec Maude Charron. Comme il y a seulement Maude Charron, donc il y a seulement une femme qui s'est qualifiée, il n'y a pas eu d'homme qui s'est qualifié. Elle avait quand même besoin de partenaires avec qui s'entraîner avant sa compétition aux Jeux olympiques. Donc j'ai quand même été invité au camp pré-olympique à la fin juillet en France, à Nice. Bellemare a pour objectif dans les prochaines années d'essayer de tout donner d'ici la prochaine qualification olympique afin d'avoir peut-être la chance d'aller à Los Angeles en 2028. Je suis vraiment content de l'endroit où je suis en ce moment. C'était vraiment l'endroit où je voulais être après Paris, après les qualifications de Paris, c'est-à-dire si je veux... En fait, je voulais vraiment être dans une position que si je veux faire Los Angeles, je peux le faire. Donc, je suis en santé physiquement, j'ai encore du plaisir à le faire. Aidé d'un entourage solide et de ressources de qualité à sa disposition, l'haltérophile voit l'avenir d'un bon œil. J'ai beaucoup de gens qui veulent mon bien, avec qui j'ai une bonne relation de confiance, qui peuvent m'aider à me donner leur avis, puis que c'est plus facile comme ça de décider. J'ai vraiment une meilleure équipe autour de moi, puis j'espère que cette équipe-là va rester autour de moi, même qu'elle va s'agrandir. Mais je pense que quelqu'un qui veut vraiment se rendre de haut niveau, je pense que c'est faisable en Abitibi. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, je rêve pas, mais des températures au-dessus de 20 degrés s'en viennent. On peut rien demander de mieux à l'arrivée du week-end. Mais par contre, ce soir et cette nuit, là, il va faire un petit peu plus frisquet. En Abitibi, on va avoir des nuages et un minimum de 4. Et au Témiscamingue, ça va être partiellement nuageux avec un minimum de 6. Mais là, demain, c'est là qu'on se gâte avec le beau gros soleil partout en région avec un maximum de 23. On va pouvoir en profiter pleinement là, avec l'arrivée du week-end. Ça va être parfait. Et un aperçu pour samedi, il va y avoir un petit peu de nuages par contre, mais quand même un maximum de 23 pour l'Abitibi et de 22 pour le Témiscamingue. Des températures belles comme ça, au-dessus de 20, là. On dit toujours oui à ça. En effet, merci beaucoup, Justine. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles, on vous invite à consulter nos plateformes. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée.